Bonjour à tous, bienvenue au congrès du syndicat des professionnels de naturopathie du SPN du mois de juin. Donc, je suis Frédéric Blanchet, je suis praticien en naturopathie et en technique manuelle maori et massage polynésien. Je suis aussi bénévole au syndicat en tant que dans la commission communication et la commission veille juridique. Donc aujourd'hui, nous allons être pendant un petit moment avec Fabien. Donc, je vais te laisser te présenter et puis attaquer directement ton sujet. Oui, bonjour à tous. Fabien Piasco, diététicien nutritionniste, depuis plus d'une douzaine d'années, je pense, maintenant. Je suis spécialisé, entre autres, dans le domaine de la santé de la femme, puisque je travaille dans un centre thermal spécialisé en gynécologie depuis 11 ans. Voilà, j'ai écrit des bouquins sur l'endométriose, un des sujets qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'alimentation anti-endométriose, ça c'est la 6e édition maintenant. Ce petit bouquin, Endométriose approche naturelle, 2e édition, puis plein d'autres bouquins, on va dire. Et je suis aussi rédacteur pour la revue Secrets de nutrition. Voilà. Donc voilà, je travaille sur la santé de la femme depuis des années. Au début, je me suis beaucoup occupé du cancer du sein, après l'endométriose. Et voilà pourquoi on va traiter ce sujet-là aujourd'hui. Et donc sur le sujet de la nutrition et de la micronutrition. Et puis un deuxième sujet que je trouvais intéressant à traiter, c'est sur les fibromutérin, très courant et on n'entend pas beaucoup parler en termes de nutrition et micronutrition. Donc voilà pourquoi je pensais que ce serait intéressant d'aborder le sujet. Voilà, donc je vais vous mettre une petite présentation pour vous expliquer tout ça. Endométriose et fibromutérin. Donc juste un petit rappel sur l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique extrêmement fréquente qui touche au moins une femme sur 10. Et pour faire simple, sans rentrer dans trop de détails, ça se caractérise par la présence d'un tissu qui ressemble à l'endomètre, mais en dehors de l'utérus. Ça peut être au voisinage, ça peut être sur les trompes, sur la vessie, sur le rectum, ou bien ça peut se développer vraiment à distance dans les poumons ou encore plus loin. C'est possible. C'est quelque chose de souvent extrêmement douloureux, très invalidant. Donc 70% des femmes ont des violentes douleurs pendant les règles. Alors il y en a qui n'ont pas de douleur, c'est vrai que ça peut arriver. C'est plus l'infertilité qui les amène au bout d'un moment au diagnostic. Diagnostic qui est souvent extrêmement long. Voilà, c'est pas rare d'avoir 8 ans, 10 ans d'errance avant d'avoir un diagnostic. Parmi ces femmes qui ont l'endométriose, il y a 30 à 40% qui souffrent d'infertilité. Donc voilà, ça c'est pour une petite présentation. Après, il y a différentes formes d'endométriose, différents types de lésions, mais en nutrition, ça ne va pas avoir une réelle importance. Ce sera la même chose finalement dans l'approche. Alors, un truc très important, c'est de comprendre les enjeux de l'alimentation, de la nutrition pour l'endométriose. Alors souvent, les femmes qui sont atteintes d'endométriose vont se pencher sur l'alimentation, on va dire, pour les troubles digestifs, les maux de ventre, etc. Mais ça ne sert pas seulement à ça. Alors en fait, l'alimentation va pouvoir agir sur les mécanismes physiopathologiques de la maladie. En premier lieu, sur l'inflammation. Donc l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Donc l'endométriose produit de l'inflammation, mais important à savoir, l'inflammation est un promoteur de l'endométriose. Donc plus il y a d'inflammation, plus il y a une croissance des lésions d'endométriose. Or, l'alimentation peut agir sur l'inflammation, ça peut la faire diminuer. Et donc, en agissant par l'alimentation, on va pouvoir enlever un premier engrais qui fait pousser l'endométriose, c'est l'inflammation. Deuxième chose, deuxième paramètre, le stress oxydatif. Donc, pour rappel, le stress oxydatif, c'est quand
les radicaux libres dépassent la capacité antioxydante de l'organisme et qu'il y a des dommages cellulaires, donc quand il y a un excès d'oxydation non maîtrisé par l'organisme. Et donc, l'endométriose, comme toutes les maladies, produit du stress oxydatif, mais aussi, important à savoir, le stress oxydatif agit aussi comme un engrais, comme un promoteur de l'endométriose. Donc, plus il y a de stress oxydatif, plus l'endométriose croît. Or, avec l'alimentation, par plein d'interventions, on peut réduire le stress oxydatif, comme par exemple consommer suffisamment de vitamines antioxydantes, consommer suffisamment de polyphénols qui ont des actions antioxydantes indirectes, éviter l'hyperglycémie qui est un pourvoyeur de stress oxydatif, éviter les produits oxydés dans l'alimentation. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut mettre en place pour limiter le stress oxydatif. Et donc, en le retirant, on va enlever un deuxième engrais qui profite à l'endométriose. Ensuite, l'équilibre hormonal et l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ça, c'est le troisième facteur nutritionnel sur lequel on peut agir. Alors, l'équilibre hormonal, l'endométriose est caractérisée par une hyperœstrogénie et généralement une résistance à la progestérone. Alors, ça, je le répète assez souvent, il faut bien comprendre que c'est dans l'endométriose elle-même qu'on a cette hyperœstrogénie. C'est pas forcément au bilan hormonal. Il y a beaucoup de femmes qui font des bilans hormonaux pour la fertilité. Voilà, donc elles remarquent qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte, et puis elles font un bilan fertilité avec les dosages hormonaux, voilà, estradiol, progestérone, LH, FSH, AMH pour la réserve ovarienne, testostérone si on veut voir s'il n'y a pas un processus de, s'il n'y a pas les ovaires polykystiques en même temps. Donc, à ce bilan hormonal, on n'a pas forcément une hyperœstrogénie. Ça peut se voir des fois, parfois non, et parfois, comme les ovaires sont déjà bien fatigués par le stress oxydatif et l'inflammation, il y a même parfois, au contraire, un défaut d'hormones. En réalité, c'est dans les lésions, dans les kystes ou dans les lésions d'endométriose, qu'on a un vrai bazar hormonal. On a les récepteurs aux œstrogènes qui sont 100 fois trop exprimés, on a des quantités massives d'œstrogènes, etc. Et ça, c'est dans les lésions, puisque les lésions sécrètent elles-mêmes leurs propres œstrogènes grâce à l'aromatase, donc une enzyme qui permet de transformer les androgènes en œstrogènes. Ça se passe dans les lésions. Alors, on parle d'alimentation, on peut avoir un impact sur les hormones. Et là, je parle vraiment des hormones de la personne, pas encore des perturbateurs endocriniens. Il y a plein de petites choses dans l'alimentation qui peuvent avoir un impact sur les hormones. Alors, à titre d'exemple, l'alcool. L'alcool va augmenter le taux d'œstrogène circulant. C'est un exemple parmi d'autres. L'alcool, de toute façon, est relativement on va dire, mauvais, voire catastrophique pour l'endométriose. Donc, ça correspond aussi. Bon, il y a encore d'autres choses sur les hormones, il y a plein de détails. Il y a un lien entre la production d'œstrogène in situ dans les lésions et le taux d'inflammation. Bref, il y a plein de choses à faire sur le côté hormonal. Un autre point, c'est l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc là, il y a quand même des preuves qui mettent en avant le rôle potentiel de perturbateurs endocriniens dans l'endométriose. Est-ce que c'est le seul facteur? Ça, probablement pas, parce qu'il y a énormément de facteurs impliqués dans le développement de l'endométriose, mais il joue probablement un très grand rôle. Donc, avec l'alimentation, on va pouvoir moduler déjà les propres hormones de la personne, plus moins s'exposer aux perturbateurs endocriniens. Et de ce fait, on va avoir une sorte de rééquilibrage sur le plan hormonal et on va pouvoir finalement enlever un troisième engrais qui profite au développement de l'endométriose. Ensuite, l'écosystème intestinal, très important, notamment le microbiote qui est souvent en dysbiose dans l'endométriose et la barrière intestinale qui est souvent rompue dans l'endométriose. C'est en lien avec la dysbiose également, forcément. Et le système immunitaire qui est complètement déséquilibré dans l'endométriose. Il y a une suractivité du système immunitaire en lien avec l'inflammation, et puis il y a une sous-réponse de la phagocytose. Enfin, il y a différents problèmes dans l'endométriose.
On va pouvoir agir sur ce point en améliorant le microbiote, en améliorant la barrière intestinale. Alors, ça va d'une part améliorer le confort digestif, ça c'est une chose, mais surtout, ça va agir sur un possible grand facteur de l'endométriose, un pourvoyeur d'inflammation qui est l'intestin. Il y a des preuves aussi qui vont dans le sens où il y a une dysbiose et une perméabilité intestinale dans l'endométriose. Alors, c'est pas là où il y a le plus de recherche, mais il y a quand même des éléments dans ce sens-là. Si on améliore ce quatrième point, on va finalement enlever un gros pourvoyeur d'inflammation. Et il faut aussi comprendre qu'il y a une interaction entre ces quatre domaines. Tout interagit avec tout. L'inflammation crée du stress oxydatif, le stress oxydatif crée de l'inflammation, ça forme un cercle vicieux. L'inflammation va augmenter la synthèse d'œstrogènes in situ par l'aromatase dans les lésions, et plus il y a d'œstrogènes, plus il y a d'inflammation. Deuxième cercle vicieux. Quand l'intestin est inflammatoire, il y a des défauts d'enzymes, un défaut de digestion, donc il y a une maldigestion, donc il y a une dysbiose. La dysbiose crée de l'inflammation crée de la porosité intestinale, la porosité intestinale crée de l'inflammation systémique, et la boucle est bouclée, et vous avez en fait finalement plein de paramètres qui sont auto-entretenus. Donc il faut agir sur tout ça à la fois, et c'est très important. Bon, je pense que les thérapeutes le savent, mais très important, puisque ces paramètres vont agir sur le développement de la maladie elle-même. C'est-à-dire que c'est pas simplement pour améliorer la qualité de vie, ça va probablement avoir un impact sur le développement de la maladie. Donc moi, dans ma pratique, donc ça fait déjà des années que je m'occupe de ça, j'ai pu voir des femmes qui sont complètement transformées par la nutrition, qui n'ont plus de douleur pendant les règles, qui n'ont plus de syndrome prémenstruel, qui n'ont plus de douleur pendant les rapports sexuels, qui prennent plus de pilules, qui prennent plus d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, et certaines réussissent à tomber enceinte alors qu'elles n'y parvenaient pas avant. Donc l'alimentation a un impact assez considérable. Ça, il faut bien en avoir conscience. L'enjeu finalement, c'est d'agir sur la maladie elle-même, pas uniquement sur ses symptômes. Ça, c'est vraiment extrêmement important à comprendre. Alors, dans mon bouquin, donc l'alimentation anti-endométriose, j'ai fait un gros récap de toutes les études qui ont été faites dans le domaine de la nutrition, par rapport à l'endométriose, que ce soit par rapport aux aliments, aux nutriments, dans des études d'observation comme les études de cohorte ou les études cas témoins. Il y a aussi quelques études d'intervention, ce qui est quand même pas mal puisque ça a quand même un meilleur taux de preuve. Il y a aussi énormément d'études par contre sur des études animales ou des études cellulaires. Dans le bouquin, je cite plus de 300 références scientifiques. Donc j'ai essayé de faire le truc le plus scientifique possible par rapport à cette approche. Il y a au jour d'aujourd'hui pas encore d'étude qui a tout testé en même temps. Une étude qui aurait testé sans gluten, sans produits laitiers, riche en oméga 3, riche en oméga 9, riche en antioxydants, comme ci, comme ça, etc. Tout en même temps, je parle d'une vraie étude d'intervention, ça, il n'y en a pas. Par contre, il y a des études séparées, une sur le régime sans gluten, une sur les FODMAP, etc., etc. Donc, il manque encore des études d'intervention, on a une approche globale. Il y a bien des études de sondage, notamment il y a une étude suédoise, une étude hollandaise et une étude australienne qui évalue un peu ce que font les femmes pour l'autogestion de la maladie, où elles parlent de ce type d'alimentation, mais il n'y a pas vraiment d'études bien conduites où on a tout mis ensemble. Voilà, ça c'est important aussi à rappeler. De ce fait, il n'y a pas de recommandations officielles pour la nutrition de l'endométriose, puisque les scientifiques estiment que le taux de preuve n'est pas encore suffisant pour émettre des recommandations. Mais ça ne veut pas dire que ça sert à rien d'utiliser la nutrition. Et pour preuve, j'ai des résultats assez spectaculaires. Donc pourquoi s'en priver? Pourquoi attendre encore 10 ou 20 ans avant qu'on ait des preuves, alors qu'il y a des femmes qui ont un état de santé qui s'empire de jour en jour et d'année en année. Donc, des études qui relatent une association statistique entre un aliment ou un nutriment et une augmentation
du risque de la maladie, on a les viandes rouges. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Alors ça, on peut émettre plein d'hypothèses sur le rôle des viandes rouges, l'aspect pro-inflammatoire, le fer qui est pro-oxydant, l'aspect hormonal avec les oestrogènes. Il y a plein l'aspect aussi avec les perturbateurs endocriniens qui sont beaucoup bioaccumulés chez les ruminants. C'est les viandes persillées, donc ils retiennent bien le gras. Bon, il y a plein de raisons. En tout cas, il y a plusieurs études qui montrent une association statistique entre les viandes rouges et l'endométriose. Une étude sur la charcuterie, une étude iranienne sur la friture. Il y a plein d'études qui relatent un lien avec l'alcool. Il y a plusieurs raisons qu'on peut imaginer. L'impact sur les œstrogènes. Par exemple, là, il y a un lien qui a été clairement établi entre l'alcool et le cancer du sein, c'est parce que l'alcool, en fait, augmente le taux d'œstrogène circulant. Alors, par deux grands mécanismes, ça bloque la détox hépatique au niveau de la phase 1, au niveau du cytochrome. Le cytochrome 3 à 4, et ça augmente l'activité de l'aromatase. Donc, ça diminue la détox, ça augmente la synthèse, donc ça augmente le taux d'œstrogène circulant. L'alcool, est aussi extrêmement toxique pour la barrière intestinale. L'alcool est un promoteur, on va dire, de l'hyperperméabilité intestinale. Et il y a eu une méta-analyse qui a été faite sur l'alcool. L'alcool est corrélé statistiquement à une augmentation du risque d'endométriose. Les acides gras trans, qui sont des acides gras pro-inflammatoires. L'acide palmitique, donc, qui est un acide gras saturé, qui lui aussi est pro-inflammatoire et qui est aussi impliqué dans la prolifération cellulaire via l'augmentation de mTOR. Donc, c'est une sorte, on va dire, en simplifiant, une sorte de facteur de croissance qui est impliqué dans les cancers, qui est impliqué dans plein de maladies et dans l'endométriose également. Plus il y a d'acide palmitique, plus on augmente l'activité de mTOR. Et ça, c'est l'explication qu'on pourrait donner, au-delà de son côté pro-inflammatoire. Donc l'acide palmitique, ce sont les graisses animales qui sont les plus grandes sources d'acide palmitique. On pense à l'huile de palme, mais l'huile de palme, c'est quand même assez peu consommé. Donc le principal apport, ce sont les graisses animales. L'acide arachidonique, qui est l'oméga 6, qui est responsable de le précurseur de la prostaglandine de série 2. C'est le seul oméga 6 qui est directement pro-inflammatoire. Donc là, il y a des études qui montrent que quand on le retrouve en quantité excessive dans le sang, c'est corrélé à la gravité de l'endométriose. Les perturbateurs endocriniens, alors ça, il y a plein d'études sur les pesticides, les dioxines, les PCB, donc les polychlorobiphéniles, les phtalates, les bisphénols qui sont des plastifiants, pas seulement, mais qui sont des plastifiants, le PFOA, donc qui est un composé perfluoré dans l'ancien revêtement des poêles et des casseroles. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des xénoœstrogènes, des perturbateurs endocriniens qui agissent en mimant les œstrogènes. Et il y a des preuves quand même conséquentes par rapport à ça. Gros problème, par exemple, certains pesticides, les dioxines et les PCB sont des polluants organiques persistants. Persistant, ça veut dire que ça reste dans l'environnement. Même si on arrêtait d'en produire et d'en déverser, il y en aurait toujours pour très longtemps, parce que ça se dégrade extrêmement doucement. Après, les phtalates et les bisphénols sont considérés comme non persistants parce qu'ils se dégradent un peu plus vite. Mais le problème, c'est qu'on en produit, on en balance dans la nature constamment. Le PFOA est, il me semble, aussi très résistant dans le temps. Et ces polluants sont omniprésents dans toute la chaîne alimentaire. Donc là, il y a des choses à faire dans ce domaine-là. Alors, à titre d'exemple, pour faire très, très rapide, les pesticides, il faut manger bio. Ça, c'est évident. Dioxines et PCB, comme ils sont comme tous les polluants sont très lipophiles, il faut drastiquement réduire les graisses animales, puisque les graisses animales sont les plus gros accumulateurs de ces deux polluants organiques persistants. Les phtalates, bien évidemment, arrêter le plastique, le film étirable, etc. Les bisphénols, arrêter le plastique, arrêter
les conserves métalliques, les canettes métalliques, etc., le PFOA va arrêter, changer le matériel de cuisine pour pas qu'il y ait ce composé-là. Alors ensuite, des études qui ont évalué comment dire, la présence d'aliments et un lien statistique avec une baisse du risque de la maladie. Là, on a par exemple des études sur les fruits et légumes, notamment les agrumes, les légumes verts, les légumes de couleur jaune, les légumineuses. Alors, les légumineuses, c'est souvent très très mal toléré par les femmes qui ont l'endométriose, mais en tout cas, il y a une étude qui avait montré un lien statistique entre leur consommation et une baisse du risque. Les oméga 3 EPA DHA, alors, rien de surprenant puisqu'ils sont anti-inflammatoires, notamment une étude qui a montré que les grandes consommatrices d'EPA et DHA avaient statistiquement une réduction de 22% du risque de développer de l'endométriose. Une étude qui a montré que des taux élevés d'EPA dans le sang étaient associés à une baisse du risque de 82%. En gros, celles qui avaient beaucoup d'EPA lors de la prise du sang du dosage des acides gras érythrocytaires, celles qui avaient beaucoup d'EPA, comparativement à celles qui avaient peu d'EPA, elles avaient 82% de chances en moins de développer de l'endométriose. Les oméga 9, l'acide oléique, qui est aussi un anti-inflammatoire, pas du tout de la même façon que les oméga 3, mais qui a une action anti-inflammatoire. Les fibres, et ça pourra surprendre certains, il y a beaucoup de substances type phytoœstrogéniques qui sont associées à une baisse du risque d'endométriose. Alors ça, c'est parce que les phytoœstrogènes sont un peu ambivalents. Ils sont certes œstrogéniques, mais relativement peu œstrogéniques et souvent bien moins œstrogéniques que des vraies hormones. Ça peut peut-être expliquer l'effet possiblement protecteur. C'est assez contradictoire dans ce domaine-là. Il y a un peu tout et son contraire, donc c'est difficile de conclure. Par exemple, le soja, c'est assez, on va dire, rassurant chez les femmes qui ont l'endométriose. Il y a une étude japonaise qui va plutôt dans le bon sens. Il y a des études animales qui vont dans le bon sens. Simplement, c'est plutôt quand le soja est consommé chez un bébé, ou là, chez un bébé-fille, on a statistiquement plus de chances d'avoir des douleurs de règles à l'âge adulte et plus de chances statistiquement de développer de l'endométriose quand un bébé-fille a été nourri au lait de soja. En lait de soja, les formules infantiles aux protéines de soja, qui d'ailleurs se trouvent plus maintenant, ça se fait plus. Maintenant, c'est des protéines de riz qu'on utilise pour les bébés qui sont intolérants aux protéines laitières. Voilà. Mais par contre, chez une femme, un bébé, en fait, finalement, n'a pas du tout le même statut hormonal qu'une femme adulte. C'est ça qui peut expliquer quand on met dans l'organisme quelque chose qui ressemble à une hormone dans un organisme où il y a très peu d'hormones. C'est quand même pas la même chose que quand on met cette substance qui mime les hormones dans un organisme où il y a plein d'hormones. Et à ce moment-là, les phytoœstrogènes sont quand même moins forts que des vrais œstrogènes, des milliers de fois moins forts, et ça a totalement un comportement différent. Ça, faut bien comprendre. De plus, il y a pas mal de substances testées dans les études animales in vitro sur des modèles d'endométriose, comme par exemple la quercétine, qui est il faut le dire, un gros phytoœstrogène, avec des résultats intéressants dans l'endométriose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le kudzu qui contient des isoflavones, les mêmes que le soja, qui a été testé dans des études animales, avec succès sur l'endométriose. Bref, les phytoœstrogènes, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. C'est pas juste phytoœstrogène égale problème. Après, le soja, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui vont pas le tolérer, peut-être pour d'autres raisons également. Déjà, il y a des intolérances croisées avec les produits laitiers. Le soja, il y a des FODMAP, stachyose, raffinose dedans qui ballonnent énormément. Il y a des lectines qui sont agressives pour les intestins. Bref, il y a plein de choses qui font que le soja peut être mal toléré sans que ça soit un lien avec les phytoœstrogènes, on va dire. Mais du coup, voilà, ce qu'on peut dire par rapport aux aliments et aux nutriments qui seraient protecteurs. Alors, les oméga 3, ça fait aucun doute. Les oméga 9, ça paraît tout à fait cohérent. Les fruits et les légumes, de par les fibres qui ont une action sur la détox des œstrogènes et de par les polyphénols et les divers antioxydants
caroténoïdes, certaines vitamines, etc., qu'il y a dedans, ça paraît cohérent. C'est vrai qu'il y a des études un peu contradictoires, mais d'un point de vue global, ça paraît quand même cohérent. Ensuite, il y a des études d'intervention. Euh, Là, c'est déjà plus intéressant, puisqu'on va dire à des femmes, voilà, mangez comme ci, mangez comme ça, et on va voir ce qui se passe. Donc ça, c'est un taux de preuve qui est légèrement supérieur, bien que ça puisse être critiqué par rapport à la méthodologie de certaines de ces études, mais en tout cas, il y a quand même un peu plus de poids. Donc il y a une étude sur le régime méditerranéen, une étude allemande, qui montre que ça peut diminuer les douleurs. Ça, c'est sans grande surprise, hein, mais c'est intéressant de le noter. Le régime sans gluten, il y a 2 études qui montrent que l'arrêt du gluten soulage les femmes atteintes d'endométriose et important, soulage les troubles digestifs, mais soulage les douleurs pelviennes. L'arrêt du gluten va soulager les douleurs de règles, le syndrome prémenstruel et les douleurs menstruelles. C'est pas que les troubles digestifs. Ça, c'est super important de comprendre que l'arrêt du gluten va diminuer l'inflammation systémique et va diminuer l'inflammation dans tout le corps et va impacter les douleurs pelviennes ou les douleurs autres. Ça pourrait être, il y a des douleurs assez typiques dans l'endométriose, qui sont des douleurs autres, comme les douleurs dans le dos, dans les épaules, etc. Voilà, l'arrêt du gluten peut soulager ce type de douleur. En gros, les douleurs ou les symptômes extra-digestifs. Donc deux études italiennes, dont une étude qui a aussi testé la pilule Dienogest, qui est le progestatif synthétique de base qu'on utilise dans l'endométriose, soit la pilule toute seule, donc le Dienogest continue tout seul, soit le Dienogest plus le régime sans gluten, et c'est l'association avec le régime sans gluten qui donne les meilleurs résultats sur les symptômes. Donc ça, c'est important de noter. Pourquoi l'arrêt du gluten pourrait soulager? Eh bien, probablement en lien avec la barrière intestinale, avec la dysbiose. Donc quand on arrête le gluten, on a ces paramètres-là qui sont censés s'améliorer. Et on a des hypothèses en endométriose, l'hypothèse de la contamination bactérienne, notamment la translocation de bactéries dans le liquide péritonéal, notamment de l'Escherichia coli, la translocation de LPS, l'hypopolysaccharide, qui est un débris bactérien des grammes négatifs qui est pro-inflammatoire. Quand vous arrêtez le gluten, vous renforcez, enfin, vous rétablissez la barrière intestinale et vous stoppez ces phénomènes-là. Les FODMAP, donc les sucres fermentés cibles, donc les oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. Il y a une étude d'intervention qui teste ça chez des femmes qui ont l'endométriose et qui ont l'intestin irritable, sachant que la très grande majorité des femmes qui ont l'endométriose ont l'intestin irritable, et ça soulage de 50% les troubles digestifs chez elles. Alors, moi, je suis pas je suis pas vraiment pour le FODMAP en premier, je dirais. Il vaut mieux tester une alimentation anti-inflammatoire qui exclut le gluten et les produits laitiers en premier avant de passer au FODMAP, puisque ça peut paraître restrictif, mais c'est toujours moins restrictif que le FODMAP. Alors, je m'explique. Bon, le gluten, vous avez compris l'impact du gluten. Les produits laitiers, il n'y a pas d'études qui montrent franchement un lien entre les produits laitiers et l'endométriose, au contraire, mais les femmes qui ont l'endométriose ont un terrain inflammatoire, un terrain allergique, un terrain atopique, un terrain intestinal qui est très propice aux allergies alimentaires, aux intolérances alimentaires. C'est pas moi qui le dis, il y a des études là-dessus. Et elles sont finalement assez souvent intolérantes à la caséine ou à d'autres protéines du lait. Et finalement, l'arrêt des produits laitiers soulage très très souvent. Et c'est bien souvent, c'est pas le lactose, hein. On peut être intolérant au lactose, c'est tout à fait possible. C'est plus souvent les protéines laitières qui posent problème plus que le lactose. Donc, c'est pour ça que le régime sans gluten, sans produits laitiers, un peu comme Seignalé. Alors, ce que je propose dans le livre, ça peut ressembler à Seignalé sur beaucoup de points. Il y a une emphase qui est quand même mise aussi sur des trucs spécifiques à l'endométriose, comme les perturbateurs endocriniens, l'impact hormonal, etc. Donc, j'aurais tendance à préconiser le FODMAP dans un deuxième temps si, on va dire, le régime hypotoxique de base n'a pas suffi. Le régime sans nickel, en fait, on sait que les femmes qui ont l'endométriose ont souvent une allergie au nickel. Donc, il y a un régime sans nickel qui a été testé.
c'est extrêmement, extrêmement restrictif puisqu'ils ont enlevé les aliments les plus riches en nickel, mais c'est beaucoup d'aliments. Et en plus, ça ressemble au sans gluten, sans FODMAP. Donc, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est le nickel ou est-ce que c'est le gluten et FODMAP? On ne peut pas non plus l'écarter, mais ce régime-là avait produit des résultats assez spectaculaires également. Il faut comprendre que, par exemple, les aliments riches en FODMAP peuvent être intrinsèquement anti-inflammatoires. Par exemple, les haricots rouges, les haricots noirs sont très anti-inflammatoires de par leur profil en polyphénol, par exemple. Donc, il vaut mieux essayer d'améliorer l'état de santé général et l'état intestinal, selon moi. Là, c'est plus ce que j'ai pu voir aussi dans ma pratique, par le régime sans gluten, sans produits laitiers, avant de s'attaquer au FODMAP, puisque le sans FODMAP va retirer en fait beaucoup d'aliments intrinsèquement anti-inflammatoires. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les régimes d'exclusion et d'alimentation particulière. Normalement, que un régime sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre, sans alcool, riche en oméga 3, oméga 9, antioxydants, bio, non raffinés, non transformés, etc., ça donne des résultats littéralement spectaculaires sur l'endométriose, à peu près chez 3 femmes sur 4, je dirais. Pas chez toutes, mais chez beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est la base nutritionnelle sur laquelle on peut travailler. Et ça paraît tout à fait cohérent. Je pense que les thérapeutes verront que c'est commun avec plein d'autres maladies. Ensuite, la micronutrition, la vitamine D. La vitamine D, c'est pas que pour le calcium et les os, ça vous le savez. La vitamine D, elle est anti-inflammatoire et anti-proliférative. Donc une fois qu'elle est activée par le foie, 25 hydroxylation par le foie, ensuite quand elle est une deuxième fois activée par les reins, 1 alpha hydroxylation par le rein, la vitamine D se transforme en hormone pour former le calcitriol, qui est la forme active de la vitamine D qui se comporte comme une hormone dans l'organisme et qui a une action sur l'expression de plus de 200 gènes, il me semble. Donc ça a une action très très vaste. Et la vitamine D a des effets intéressants dans l'endométriose puisqu'elle a des effets anti-œstrogéniques, anti-prolifératifs, anti-inflammatoires. Donc la carence en vitamine D, elle est déjà plus fréquente chez les femmes qui ont endométriose par rapport aux femmes qui n'ont pas d'endométriose. Ça, c'est un premier point à souligner. Et cette carence en vitamine D est liée statistiquement au stade, c'est-à-dire à la gravité, de l'endométriose. Voilà, plus l'endométriose est profonde, plus le stade est avancé. Statistiquement, plus la carence en vitamine D est présente aussi. Et bon, ça pourrait être juste une association qui n'amène pas de preuves, mais on a quand même une étude clinique qui est intéressante, contrôlée, randomisée, double aveugle, donc le meilleur taux de preuve qu'on puisse obtenir. On a testé de la vitamine D face à un placebo, sans que personne ne sache ce qu'il prend. Et ça a eu un impact sur les réductions des douleurs pelviennes, diminution de la CRP ultrasensible, qui est un marqueur de l'inflammation silencieuse, augmentation de la capacité antioxydante et amélioration du profil cardio-métabolique sur les lipides sanguins. Donc ça, c'est assez intéressant. La vitamine D, déjà pour la santé de manière générale, c'est bien d'en prendre, mais dans l'endométriose, je dirais c'est vraiment obligatoire. Ça, c'est le premier point. Il faut demander une prise de sang pour la vitamine D, bien l'évaluer, bien la corriger. C'est, je dirais, obligatoire pour toutes les femmes qui ont l'endométriose. Ça, c'est le premier truc en micronutrition. Deuxième substance, la curcumine. Alors, la curcumine, qui est pas mal étudiée dans l'endométriose. Alors, il y a vraiment foison d'études animales et cellulaires sur le sujet. C'est beaucoup étudié. Et il y a aussi une étude clinique italienne avec la curcumine mélangée avec d'autres choses. Hein. On ne peut pas non plus exclure que les autres substances mises avec ont eu également un rôle, mais bon, ça a déjà été testé dans une étude clinique. Donc la curcumine a des effets sur toutes sortes de paramètres impliqués dans la maladie, l'angiogénèse, c'est-à-dire les vaisseaux qui vont pousser pour venir nourrir les lésions, exactement comme dans les cancers. La curcumine a une action inhibitrice sur le VEGF, qui est c'est un facteur de croissance doté vasculaire. Donc c'est
Premier point, on va dire. Le stress oxydatif, bien évidemment, la curcumine le réduit. Sur les voies cellulaires qui favorisent la prolifération, sur l'adhérence cellulaire et la fibrose, donc toutes les molécules impliquées dans le remodelage cellulaire, comme les métalloprotéinases matricielles, les MMP, ICAM, VCAM pour les processus d'adhésion, d'adhérence cellulaire, et également l'inflammation, la NF-κB, les interleukines pro-inflammatoires, le TNF-alpha, etc. Donc tous les médiateurs pro-inflammatoires qu'inhibe la curcumine. Et j'ai rajouté aussi tout à droite un effet anti-œstrogène qui a été démontré dans l'endométriose dans des modèles animaux, un effet anti-œstradiol et un effet anti-perturbateur endocrinien. Ça, c'est un élément que j'ai mis dans le produit EndoCryoE AI, que vous devez voir sur la diapositive, que j'ai formulé moi-même pour le laboratoire Natura Medicatrix, dans lequel j'ai mis de la curcumine à biodisponibilité augmentée, de la curcufène, qui est micro-encapsulée dans des fibres de fenugrec et qui a une biodisponibilité augmentée de 270 fois sans l'ajout de piperine de poivre. La piperine de poivre n'est vraiment pas une bonne idée dans l'endométriose, puisque ça augmente la porosité intestinale, ça réduit la détox hépatique sur la phase 1 et phase 2. Ça, petit rappel, ça peut vous intéresser. Le poivre, certes, augmente la biodisponibilité de la curcumine, mais par deux mauvais mécanismes. Premièrement, ça augmente la porosité intestinale. Et deuxième mécanisme, ça réduit la détox hépatique. C'est pour ça que la curcumine reste plus longtemps dans l'organisme, parce qu'elle est moins facilement métabolisée. Ça joue sur le cytochrome et sur la phase 2 que la curcumine va compromettre. Donc c'est une mauvaise idée, c'est un mauvais mécanisme, on va dire. Là, c'est une curcumine qui agit sans adjonction de poivre, donc c'est préférable. Dans ce produit, il y a aussi beaucoup d'autres composants, je pourrais y revenir. Donc la curcumine, c'est très, très intéressant par rapport à tous ces mécanismes. La NAC, la N-acétylcystine, que vous connaissez probablement comme fluidifiant bronchique, qui est aussi beaucoup utilisé dans la nutraceutique comme précurseur du glutathion, qui est un antioxydant endogène. Donc bien évidemment, ça a un effet contre le stress oxydatif, mais c'est intéressant dans l'endométriose. Il y a des études assez marquantes dans ce domaine-là. Donc déjà, régression de l'endométriose dans une étude animale, et ça s'est vu aussi dans des études cliniques. Ils avaient testé de la NAC versus rien du tout dans une étude chez des femmes qui ont des endométriomes, c'est-à-dire des kystes ovariens endométriosiques. Et ça a réduit les kystes de façon notable chez celles qui ont pris la NAC, alors qu'ils ont augmenté dans le groupe sans traitement. Et il y a eu une augmentation de la fertilité dans le groupe NAC. Certaines femmes ont annulé leur opération, une est tombée enceinte. Il y a eu des résultats très encourageants. Et il y a une étude clinique aussi qui a été faite avec une formulation nutraceutique multi-ingrédients, où ils avaient testé de l'acide alpha-lipoïque, de la bromélaïne, du zinc et de la NAC. Et il y a eu une réduction très importante de douleurs pelviennes. Donc la NAC, c'est un composé très intéressant à utiliser dans l'endométriose, composé que j'ai mis également à petite dose, on va dire, dans le produit EndoCryoE AI, 200 mg, qui correspond à la dose minimale pour avoir une efficacité. Dans l'étude en question, ils avaient mis 600 mg en moyenne, avec un protocole très spécifique. Ils étaient à 1800 mg par jour, mais pas tous les jours. Voilà. 1800 mg, c'est souvent mal toléré. Souvent, ça donne des troubles digestifs, la détox est fortement augmentée. Il y a des gens qui ne tolèrent pas forcément les composés soufrés, donc pas toujours bien tolérés. Quand on prend des plus petites doses bien réparties, ça passe généralement beaucoup mieux. Donc la NAC, intéressant. Le PEA, le palmitoyléthanolamide, alors ça c'est un produit, enfin une molécule qu'on a naturellement dans le corps, qui est un amide d'acide gras, un dérivé d'acide gras, une molécule composée d'un acide palmitique et d'une autre molécule. Alors l'acide palmitique, attention, est pro-inflammatoire, mais le corps sait l'utiliser pour fabriquer une molécule anti-inflammatoire. Et c'est pas en mangeant plus d'acide palmitique qu'on va le fabriquer. Attention, ça n'a rien à voir. Donc l'acide palmitique, les êtres humains, mais les animaux et les plantes en fabriquent. Et c'est une molécule qui va agir de manière analogue au CBD.
indirectement sur le système endocannabinoïde. Alors, ça agit sur plusieurs voies cellulaires, les PEPAR, entre autres, sur différentes voies cellulaires et aussi le système endocannabinoïde, indirectement, en limitant la dégradation de l'anandamide, qui est un endocannabinoïde, comme le fait le CBD d'ailleurs, pour la petite histoire. Par contre, c'est pas du tout extrait de cannabis, hein, aucun rapport. C'est fabriqué en laboratoire à partir d'acide palmitique. C'est une substance qui a été découverte dans les années 50, qui est beaucoup étudiée. Il y a plus de 500 publications scientifiques et il y a considérablement plus d'études que sur le CBD, par exemple. Alors, il y a des études sur l'endométriose. Oui, on a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Bon, une étude préclinique qui a été faite, qui a montré des résultats très encourageants. Il y a 4 études cliniques sur l'endométriose. Ce sont des petites études, certes, mais qui sont intéressantes. Les douleurs pelviennes, les douleurs menstruelles. Il y a une étude de rapport de cas où ils ont collecté des cas de patients où ils montraient des améliorations très nettes. Et il y a une étude qui montre une réduction des douleurs de règles hors endométriose. Très intéressant, le PEA, c'est une substance qui agit sur tout type de douleur, qu'elle soit intestinale, qu'elle soit pelvienne, qu'elle soit autre, peu importe, y compris neuropathique, parce que ça a un gros impact sur le système nerveux, voilà, puisque ça agit sur le système endocannabinoïde. Donc, les sciatiques qui sont souvent présentes avec l'endométriose, toutes les douleurs neuropathiques qu'on retrouve fréquemment dans l'endométriose, ça peut agir dessus. L'hyperperméabilité intestinale, le PEA agit dessus. Les douleurs viscérales, le PEA agit dessus, comme sur les douleurs pelviennes, comme sur les douleurs autres. Donc ça, c'est un truc très intéressant. Et j'ai formulé pour le laboratoire Natura Mécatrix le produit PEA Calme, qui contient du PEA Levagen Plus, un PEA qui est amélioré, qui est mieux absorbé que le PEA classique, grâce à un système technologique qui permet d'éviter les phénomènes de répulsion au niveau de la barrière intestinale, qui le rend hydrosoluble et beaucoup plus assimilable. Voilà. Donc ça, c'est un produit très intéressant dans l'endométriose pour les intestins, pour les douleurs pelviennes de toutes sortes. Voilà, ça c'est pour l'endométriose. Le deuxième sujet que je voulais traiter, c'est les fibromes utérins, puisque déjà c'est très courant. Une femme sur 3 en âge de procréer en a, et assez peu de personnes dans le domaine de la nutrition en parlent. Donc ce sont des tumeurs bénignes composées de cellules musculaires dans la paroi de l'utérus. Voilà. Bon, il y a plusieurs types de fibromes, il y a les ions puis d'autres, bon ça peu importe. En nutrition, ça va pas faire une différence non plus. Donc, dans cette maladie, on a une influence des œstrogènes qui probablement est un très très gros facteur sur lequel on peut agir bien évidemment par l'alimentation. Dans les symptômes, il y en a plein, mais peut-être les plus flagrants, ça va être les saignements très importants pendant les règles et des pesanteurs au bas-ventre qui sont dus à cette grosseur qui se développe. Ça peut être très gros d'ailleurs, les fibromes. Donc voilà, donc ça c'est peu de gens en parlent, enfin à ma connaissance, je n'ai jamais vu personne en parler, donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Il y a des études, il y en a quand même pas mal dans ce domaine-là. J'avais pas précisé, mais dans l'endométriose, on me pose souvent la question pour l'adénomiose. L'adénomiose, c'est juste une forme spécifique d'endométriose localisée dans le myomètre, dans le muscle de l'utérus. Donc, tout ce qui est adénomiose, ça va être les mêmes paramètres, les mêmes choses à faire que l'endométriose. Donc, s'il n'y a pas d'études en nutrition sur l'adénomiose, c'est parce que toutes les études sont faites sur l'endométriose en elle-même, puisque l'adénomiose, c'est une certaine forme d'endométriose, si vous voulez. Donc, voilà. Et par rapport aux fibromes utérins, il y a quand même des études qui ont été faites. Il y en a quand même un peu moins, mais il y en a qui sont intéressantes. Donc là, je vous ai mis les trucs les plus significatifs. Donc, associé à une hausse du risque, une alimentation avec indice et charge glycémique élevée. Donc, indice glycémique élevé, ça veut dire que l'aliment a une propension à faire augmenter la glycémie
Pour rappel, l'indice glycémique c'est à la base calculé par rapport à des tests sanguins qui ont été faits sur des individus avec un test au glucose et on leur refait tester d'autres aliments. C'est des trucs qui sont très anciens déjà. Hein. Ça a été mis en place au début des années 80, puis ça s'est développé au fur et à mesure. Donc c'est une notion qui est déjà bien ancienne, l'indice glycémique. Et la charge glycémique, c'est tout simplement la notion de quantité de glucides qui est rajoutée. Vous pouvez avoir un aliment qui a une charge qui a un indice glycémique bas, mais qui a un taux de glucides élevé. Ben, comme on rajoute la notion de quantité de glucides, on peut en déduire la charge glycémique, qui est quand même plus, comment dire, un révélateur de ce qui va se passer dans la glycémie. Par exemple, un aliment qui aura un indice glycémique élevé, mais qui contient très très peu de glucides, finalement, sa charge glycémique ne va pas être nécessairement élevée. Donc, grosso modo, si c'est un peu du chinois ce que je vous raconte, une alimentation où il y a beaucoup de glucides et des glucides qui se comportent comme des sucres rapides, ça va faire augmenter la glycémie, ça va booster l'insuline et l'IGF-1, c'est là où il y a surtout l'effet. L'IGF-1, c'est ce facteur de croissance-là qui va avoir un impact majeur sur les fibromes. C'est pas étonnant qu'une alimentation à charge glycémique élevée puisse avoir un impact sur les fibromes. Comme dans les cancers d'ailleurs. Même là, c'est une forme bénigne, mais ça revient au même. L'excès de lipides, alors vous allez me dire, oui, mais ça dépend de quels lipides. Donc ça, c'est vrai, mais dans certaines études, ils ont montré qu'une alimentation grasse, au total, pouvait être un facteur de développement des fibromes. Les acides gras trans, qui sont des acides gras pro-inflammatoires, et qui sont associés à la résistance à l'insuline. Donc là, on peut y voir un lien, je pense, avec la résistance à l'insuline. Les acides gras trans les plus toxiques, ce sont ceux qui sont issus de l'hydrogénation partielle par des moyens technologiques, par exemple les anciennes margarines. Bon, c'est vrai que maintenant les margarines modernes ne contiennent pas de graisse hydrogénée. Mais bon, les anciennes margarines en contenaient, et aussi surtout les graisses qui ont subi une cuisson trop forte. Les acides gras qui ne résistent pas à la cuisson, qui ont été trop chauffés. Donc ça, beaucoup d'aliments industriels contiennent des acides gras trans parce que ça a été fabriqué avec des huiles qui résistent mal à la chaleur, ou bien à la maison, quand on fait cuire quelque chose avec une huile qui résiste mal à la chaleur, il y a des acides gras trans. La friture est probablement le plus grand pourvoyeur d'acides gras trans. Voilà. Quand vous mangez des aliments frits, c'est blindé d'acides gras trans. Il suffit que l'huile ait servi plusieurs fois pour le bain de friture, c'est de pire en pire. Voilà. Donc, souvent, les gens à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont de l'huile de friture qui se servent 10 fois de suite, qui traînent dans la friteuse, dans un placard pendant des semaines et des mois. Ça, c'est un bain de peroxyde d'acides gras trans terrible. Donc, quand on a des aliments frits, c'est vraiment le pire du pire. Donc ça, retenez que les acides gras trans, probablement que le plus gros apport, c'est les fritures. Et que ça a un effet pro-inflammatoire et un effet sur la résistance à l'insuline. Le soja, alors autant l'endométriose c'était contradictoire, autant là, ça l'est un peu. Il y a quand même une étude qui a montré qu'il n'y avait pas de lien et une autre qui a montré un lien. Mais là, une étude a montré un lien très net sur des femmes adultes qui ont des fibromes, alors que l'endométriose, pas du tout. C'était vraiment que des liens statistiques avec la consommation pendant la petite enfance. Là, c'est quand même différent. On a une étude qui montre pas de lien, une étude qui montre un lien très fort. Donc, c'est assez suspect et ça l'est beaucoup plus que dans l'endométriose et l'adénomiose. Donc, ça, à noter. Bon, certainement en lien avec les phytoœstrogènes. L'alcool, sans grande surprise, l'alcool a un effet sur les œstrogènes. Mais, alors, pareil, il y a des études contradictoires, mais il y en a une notamment sur la bière. Et la bière, ça c'est important de le préciser, la bière contient du houblon. Et le houblon est considérablement plus œstrogénique que le soja. Alors ça, je ne sais pas si vous le savez tous, mais souvent les gens ont peur du soja. Le soja, c'est le diable, etc. Mais le houblon est considérablement plus œstrogénique. La hopéine du houblon est beaucoup plus œstrogénique que les isoflavones.
ce soit la glycéitine, la daidzénine, etc. La génistéine qui est l'isoflavone principal du soja. Eh bien, la hopéine du houblon est considérablement plus œstrogénique. Donc, pas étonnant, la bière, ça cumule l'alcool et la hopéine du houblon. Donc, c'est peut-être l'alcool dont il faut le plus se méfier avec les fibromes. Les poissons, alors peut-être notamment ceux des poissons de lac notamment, sont fortement contaminés au PCB. Petite parenthèse, j'ai pu voir peut-être plus souvent dans des écrits, dans des magazines, etc., des articles écrits par des naturaux, souvent avec comme conseil de manger du poisson genre 3-4 fois dans la semaine. Alors attention, les poissons sont pollués. Donc, petit rappel sur les recommandations officielles en nutrition. Officiellement, on conseille 2 fois du poisson et des produits de la mer par semaine, dont 1 fois du gras. Ça, c'est la recommandation officielle en France et puis dans de très nombreux pays. Il y a un intérêt pour les oméga 3, plus l'iode, plus d'autres choses, le sélénium, etc. Ça, c'est vrai, mais il y a dans la mise en place de ces recommandations par des experts, par les sociétés savantes, il y a aussi l'idée que ça apporte des polluants, notamment les dioxines, les PCB et le méthylmercure, pour les produits dans la mer. C'est pas pour rien s'ils sont limités à 1 fois par semaine. Donc, attention, dans les pathologies hormonodépendantes, ou même pathologies tout court, où soit le mercure en tant que métal lourd, ou soit les dioxines et PCB en tant que perturbateurs endocriniens puissent agir, faites attention, puisque les poissons sont des grosses sources de contaminants. Donc, il faut faire gaffe à la quantité. On peut en mettre juste ce qu'il faut pour obtenir les protéines, le sélénium, l'iode et les oméga 3, mais faites attention à ne pas en mettre des tonnes. C'est vrai que 3-4 fois du poisson dans la semaine, dont 2-3 fois du gras, ça expose à des polluants. Et c'est vrai que les sardines sont petites et sont moins polluées que les gros poissons, mais elles ne sont pas exemptes de polluants. Il y en a quand même. Les polluants sont extrêmement lipophiles, ils vont adorer se mettre dans le gras, il y en aura quand même dans les sardines. Donc, on a quand même une limite aux oméga 3. Il vaut mieux mettre une quantité raisonnable de poissons dans des limites proches des recommandations officielles et choisir une huile de poisson, une qualité Epax en complément alimentaire qui est décontaminée pour enrichir en oméga 3. Alors ça paraît, c'est déjà mon point de vue, mais ça paraît tout à fait cohérent quand on analyse les données scientifiques. Ensuite, il y a un lien avec les phtalates, donc qui sont des plastifiants perturbateurs endocriniens, donc ça, sans grande surprise. Le chrome et le cuivre, qui sont des métaux pro-oxydants et qui sont aussi des métallo-œstrogènes. Ça, peut-être que certains connaissent. Les métallo-œstrogènes, ce sont des métaux qui vont se comporter comme des perturbateurs endocriniens type œstrogénique, dont font partie, par exemple, le chrome et le cuivre. Et c'est peut-être leur rôle dans les fibromes, peut-être. Là, c'est que des liens statistiques, mais on peut imaginer que c'est ce rôle de métallo-œstrogène qui joue, qui fait ça, quoi, si vous voulez. Associer une baisse du risque, heureusement, les fruits et les légumes, ça dans plusieurs études, ça paraît tout à fait cohérent de par l'effet protecteur des fruits et légumes sur le stress oxydatif, l'inflammation, l'apport des fibres, l'apport des caroténoïdes, des polyphénols, etc. Les oméga 3, qui sont, rappelons-le, anti-inflammatoires, qui sont bénéfiques contre la résistance à l'insuline. Donc tout à fait intéressant dans ce problème-là. La vitamine A, qui a des effets antiprolifératifs sur les myomes. Les myomes, c'est l'autre nom pour les fibromes utérin. J'ai oublié de le préciser. La vitamine D, qui est antiproliférative, anti-inflammatoire, qui a des effets contre la résistance à l'insuline, ou c'est plutôt le déficit en vitamine D qui favorise la résistance à l'insuline, plutôt mieux de l'expliquer comme ça. Le zinc et le sélénium, qui eux sont peut-être, je dirais, les antagonistes des métallo-œstrogènes. Vous avez certains
certains métaux qu'on pourrait qualifier de métalloestrogènes, et puis vous avez leurs antagonistes, leurs opposés, dont font partie le zinc et le sélénium, qui sont importants dans cette pathologie comme dans l'endométriose. Donc ça, c'est la partie alimentation sur laquelle vous pouvez travailler avec les personnes qui viennent vous consulter. Et ensuite, la micronutrition. J'ai sélectionné 2 points, il y en aurait peut-être d'autres. Cela me semble assez important. Alors, le premier qui est très important, c'est la vitamine D. Donc, on sait que le déficit en vitamine D joue un rôle dans le développement des fibromes utérins. Il y a des études cellulaires qui montrent que elle peut entraîner une inhibition de la croissance tumorale dans les fibromes. La vitamine D, elle a des effets anti-inflammatoires, antiprolifératifs, anti-œstrogènes, anti-fibrose. Ça, je l'avais oublié de le dire, mais c'est valable pour cette patho comme pour l'endométriose, et qui sont largement documentés scientifiquement. Il faut vraiment voir la vitamine D comme pour ces paramètres-là dans ces pathologies gynécologiques. Et intéressant à noter, les femmes noires sont nettement plus atteintes que d'autres ethnies, caucasiennes ou asiatiques par exemple, dans les fibromes. Alors, l'explication probable, je dis bien probable parce que ça demande à être totalement vérifié, c'est le fait que les femmes noires sont nettement plus carencées en vitamine D de par la mélanine. Plus la peau est foncée, plus il y a de mélanine, plus ça filtre les UVB, moins il y a d'UVB, moins il y a de vitamine D. Ça, c'est probablement une des choses qui explique cette présence plus développée des fibromes chez les femmes noires. Ça, très important. Si vous avez une patiente qui est métisse ou noire, la vitamine D, elle est encore plus importante. Il faut tester bien évidemment la vitamine D et généralement, il faut en donner plus. Après, vous le savez probablement, il y a plein de facteurs impliqués dans le métabolisme de la vitamine D, son absorption et son activation, mais ça, vous le savez certainement. Le magnésium de part, pour son absorption et pour son activation par le foie. Le magnésium très important, le fer qui joue un rôle aussi dans l'activation hépatique de la vitamine D, les oméga 3 dans l'activation rénale de la forme finale de la vitamine D. Après, il y a aussi le poids de corps, le taux de masse grasse plutôt, qui va jouer un rôle dans la vitamine D. Plus il y a de masse grasse, plus la vitamine D est basse parce qu'elle est séquestrée dans le tissu gras. Bref, il y a plein de facteurs qui peuvent être impliqués dans un déficit en vitamine D qu'il faut prendre en compte pour choisir la dose à donner. Donc la vitamine D, premier point, très important pour les fibromes. Deuxième point, le GCG de thé vert, l'épigallocatechin galate, qui est un type de polyphénol extrait du thé vert, donc de type flavonoïde de catéchine, très étudié dans toutes sortes de pathologies, de maladies, etc., et avec des effets intéressants dans l'endométriose et aussi dans les fibromes utérins. Donc déjà, il y a des études in vitro, il y en a plusieurs, qui montrent que c'est un effet bénéfique, c'est un effet inhibiteur, mais il y a aussi 2 études cliniques qui sont très intéressantes de citer, que je vous ai mis ici. Donc la première, ils ont mis un extrait de thé vert de 800 mg titré à 45% de GCG contre un placebo. Et il y a eu une réduction de presque un tiers de la taille des fibromes dans ce groupe-là, contre une augmentation de 24% dans le groupe sans traitement. Donc vous voyez, vous avez le choix entre laisser pousser les fibromes de 24% ou les réduire d'un tiers avec le GCG. Donc là déjà, très intéressant. Alors ça ne le fait pas disparaître totalement, mais vous pouvez déjà chercher des traitements médicamenteux qui ont autant d'effets, c'est déjà assez rare. Hein. Voilà. Donc substance naturelle, très intéressant. Alors vous avez peut-être aussi des réticences sur le GCG, le thé vert, ça peut être hépatotoxique, mais maintenant les doses sont encadrées par la loi au niveau de l'EFSA et on n'a plus le droit de mettre dans des compléments alimentaires des doses qui sont potentiellement toxiques. Donc il ne faudrait pas que la personne ait déjà un foie très fatigué, mais maintenant les doses dans les compléments alimentaires sont limitées
pour que ça soit inférieur aux doses hépatotoxiques. Voilà. Par contre, attention, ne mettez pas de l'EGCG de thé vert avec du thé matcha plus dans tous les sens, ça serait catastrophique. Hein. Donc attention, le matcha, ça contient des doses massives de catéchine. Donc attention au cumul. Si vous mettez ça, vous n'allez pas mettre du matcha à la personne. Donc très important. Deuxième essai clinique, la vitamine D, sur une dose qui est, on va dire, moyenne, 2008, plus 150 mg de GCG pur, avec un petit peu de B6, enfin avec une dose supranutritionnelle, 5 mg. Donc, pour rappel, c'est 1,4 mg la dose journalière. Donc voilà, donc ils ont testé une dose supranutritionnelle de vitamine B6 qui n'est pas toxique. C'est à partir de 10 mg où on commence à avoir une toxicité pour le système nerveux, et 25 mg, c'est interdit dans les compléments alimentaires au-delà de 20 ou 25 mg. Donc là, on est sur une dose de vitamine B6 qui est supranutritionnelle, mais non toxique, avec un peu de GCG et de la vitamine D. Et on a, pareil, une diminution de plus d'un tiers du volume des fibromes contre une augmentation de 7% dans l'autre groupe, le groupe sans traitement. Donc vous voyez, une fois de plus, le GCG de thé vert associé à la vitamine D produit un effet intéressant dans les fibromes. Donc là, j'avais fait une formulation pour le laboratoire Natura Medicatrix dans laquelle il y a de l'EGCG de thé vert, plus de la B6 active sous forme de pyridoxal, non pas de pyridoxine qui est la forme synthétique inactive, mais de pyridoxal qui est la forme active directe, et dans lequel j'avais mis aussi des composés issus de crucifères, notamment du sulforaphane et du DIM, du diindolylméthane. Sachant qu'il y a quelques études sur le Li3C qui va se décomposer en DIM dans l'organisme, qui a un impact bénéfique dans les fibromes. Et il faut savoir que ce genre de composé soufré, alors le sulforaphane, il est antioxydant, anti-inflammatoire, ça largement démontré, et le DIM et l'I3C sont des détoxifiants des œstrogènes qui agissent notamment sur la phase 1, sur donc la phase du cytochrome, qui vont permettre de favoriser, pour faire simple, les bons œstrogènes au détriment des mauvais œstrogènes. Plus précisément, ça va favoriser les 2-hydroxyœstrones, qui sont les bons œstrogènes, au détriment des 16-alpha-hydroxyœstrones, qui sont les mauvais œstrogènes, qui sont ceux qui sont cancérigènes et très œstrogéniques. Donc ça, c'est ce que font les composés soufrés. Donc dans le produit Hormones-Régule, il y a le thé vert, il y a les composés soufrés, il y a la B6. Il n'y a pas la vitamine D, mais qu'on peut facilement rajouter à la dose qu'on choisit pour traiter la personne qui a les fibromes. Donc voilà. Si mes publications vous intéressent, vous pouvez retrouver ça sur mes pages Facebook, ma page perso où il n'y a que de la nutrition quasi, ma page pro Fabien Piesco, nutrition, fonction et micronutrition, des articles que j'écris sur le blog de mon éditeur medicatrix.be en Belgique. Sur Instagram, bon là je mets surtout je mets pas vraiment des publis, je mets juste de l'actualité, mais c'est plus sur Facebook où je peux mettre des articles entiers, on va dire. Mon site nutrinfo.fr. Si vous êtes intéressé par les produits Natura Medicatrix, tout en haut, naturamedicatrix.fr. Et dans les domaines on regarde la santé de la femme, j'ai écrit ces 2 bouquins, l'alimentation anti-endométriose, 6e édition, revue et augmentée, et endométriose, approche naturelle, qui là parle surtout des nutraceutiques dans sa 2e édition. Voilà pour cette présentation. Voilà. Merci. De rien. Alors, moi, j'avais pas trop de questions sur la présentation parce que franchement, c'est hyper bien détaillé, c'est hyper bien renseigné. Donc, j'ai vraiment pris vachement de plaisir à t'écouter, malgré voilà, bref.
ton actualité du moment, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un livre en cours? Est-ce que... Alors, oui. Alors mon actualité du moment. Il y a un truc, mais je peux pas encore révéler ce que c'est, parce que j'ai pas le droit de le dire. En gros, j'ai participé à un programme qui sera accessible sur un site santé très connu, que probablement beaucoup connaissent. Mais je communiquerai sur Facebook en temps et en heure. Euh, bon, j'ai participé à ce programme avec beaucoup de professionnels de santé. Ça, c'est vrai que je peux pas en dire vraiment plus pour l'instant, mais ce sera assez intéressant. C'est plus, par contre, c'est plus là pour vraiment pour les patients, les patientes. Enfin, patients aussi, pour les hommes aussi. En gros, c'est un programme qui pourra être bien pour les hommes et pour les femmes. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Ensuite, j'ai un programme que je fais avec une collègue sage-femme, Nina Guénaud. On fait des programmes en ligne sur l'endométriose. Bon, là, c'est fini, mais on va reprendre certainement à la rentrée, où on suit des femmes à distance via Zoom, via WhatsApp, etc., euh, pour l'endométriose. La nutrition enfin, pour ma partie, elle pour la partie yoga, plus toutes sortes de trucs en lien avec ses spécialités, puisqu'elle est sage-femme, puis elle fait aussi plein d'autres trucs de la méditation, plein de trucs qui doivent te parler à toi. Donc j'ai ce programme avec elle. Ça va reprendre à la rentrée. Là, c'est pareil, c'est vraiment un programme pour les patientes. Hein. C'est pas un programme de formation pour les professionnels. On me demande souvent, est-ce qu'un jour on va faire un truc de formation pour les pros? C'est en tête, je le garde en tête, bien évidemment. Mais comme je suis un peu débordé, parce que j'ai 4 activités professionnelles cumulées, donc je m'en sors vraiment pas trop au niveau emploi du temps. Donc c'est compliqué, mais c'est prévu. C'est prévu comme d'autres bouquins. Faut pas que je parle trop parce que j'ai l'impression que plus on parle, moins on fait. Et quand on dit rien, c'est là qu'on agit. Donc j'ose pas trop parler pour pas me mettre la poisse. Donc, mais j'ai un bouquin quand même prévu, un petit bouquin de poche, un peu du même style que celui-ci, par exemple. Celui-ci, au passage, sur l'huile de Calanus, a une forme d'oméga 3 très spécifique qui peut être intéressant aussi pour, par exemple, les femmes qui ont les ovaires polykystiques. Dans cette pathologie, on retrouve très fréquemment, pas tout le temps, mais très fréquemment, de la résistance à l'insuline. Et c'est vrai que l'huile de Calanus sont des oméga 3 idéaux pour la résistance à l'insuline. Voilà. Plus intéressant que l'huile de poisson ou l'huile de krill. Voilà, tout expliqué dans ce petit bouquin. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un email, je vous l'envoie gratuitement en PDF et je peux vous l'envoyer gratuitement en format papier également. Voilà. Merci beaucoup, Entièrement, c'est sympa. entièrement gratuitement. Oui, j'ai prévu un petit bouquin sur le PEA, le palmitoyl-éthanolamide, que j'ai déjà écrit une tartine d'articles sur le sujet. Si ça vous intéresse, j'ai écrit des articles sur le PEA, sur la fertilité masculine, sur l'endométriose et douleurs de règles, comme je vous ai dit, sur l'intestin, sur quoi d'autre? Sur Covid-19, parce qu'il y a des études sur Covid-19. Il y en a 4, on va dire, qui sont significatives, et il y en a d'autres en cours. J'ai écrit sur le PEA et encore plein d'autres domaines, et j'ai plein d'articles prévus, et j'écrirai un petit bouquin sur le sujet. Plus des bouquins prévus dans le domaine de la santé de la femme dans le futur. Ça, c'est certain. Ça, c'est pour mon activité, mais c'est vrai que pour l'instant, je peux rien préciser de façon sûre. Je peux pas dire dans un mois il y a ça, donc je peux pas encore le dire. Mais il y a plein de choses qui vont arriver. C'est vrai que si vous me suivez sur Facebook, là, vous aurez mes publications entières, voilà, que vous pourrez suivre. Et également, si vous êtes intéressé, le laboratoire Natura Medicatrix a fait appel à moi il y a déjà 8 ans de ça, et j'ai formulé plus d'une vingtaine de produits chez eux, dans toutes sortes de domaines. Au départ, dans le domaine de la neuronutrition, parce que dans le passé, j'en faisais pas mal. Donc, j'ai pas mal de trucs dans ce domaine-là. À l'époque, j'avais coécrit ce petit bouquin avec Julie Jorté, qui est docteur en sciences biomédicales, où j'avais fait les fiches pratiques à la fin. Par exemple, sur les bilans bio qu'on peut faire,
les bilans qu'on peut faire dans des grands labos comme Barbier, Synlab, LIMS, etc., sur les acides gras membranaires, bilan des neurotransmetteurs, les catabolites urinaires des neurotransmetteurs, tous ces trucs-là qui peuvent être intéressants en neuronutrition. J'avais fait des petites fiches à la fin de ce bouquin-là. Donc j'avais fait des produits dans le domaine de la neuronutrition et après j'ai fait des produits dans le domaine de la santé de la femme. Donc là, si ça vous intéresse, je fais des formulations nouvelles et je suis sur plein de projets. Si ça intéresse des naturaux, avoir des produits assez spécifiques. Je suis en train de travailler sur plusieurs projets. Voilà. Donc moi, je vais juste remettre vite fait ma casquette niveau juridique. Donc du coup, nous diagnostic et tout ça, on peut pas le dire. Donc nous, on parle de bilan de vitalité. Voilà, c'est juste pour qu'on soit clair comme ça. On n'est pas du tout sur les mêmes trucs. Après, je sais, tu as dit aussi d'autres choses. Voilà, nous on utilise c'est juste que tu l'emploies. Donc voilà, en tant que thérapeute, tu peux le faire. Mais nous, je préfère quand même le Oui, bien redire. sûr. Sinon, après, on va nous dire oui. On a vu le syndicat, voilà. Donc du coup, voilà, c'est juste pour Bien mettre sûr, les bien choses. sûr. Comme les bilans de santé, voilà, même que ce soit Barbier et tout ça, nous on peut quand même, voilà, expliquer deux trois choses, mais on peut pas, Oui, voilà, bien sûr. Après, c'est juste ça. c'est comme ce que j'expliquais dans le bouquin. Voilà, j'expose les faits scientifiques. C'est ça. Je donne pas vraiment mon avis. Je dis pas faites ci, faites ça. C'est peut-être que pour les patientes, c'est peut-être un peu compliqué après d'elles-mêmes tirer les infos et faire leur petite tambouille avec. Hein. Mais je ne dis pas qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Oui, C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais eu aucune critique sur le bouquin. J'ai eu que des éloges dans le domaine médical. Voilà, parce que j'expose les faits, je dis voilà ce qu'on sait, voilà ce que ça pourrait faire, voilà les mécanismes. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, en effet, ce serait pareil pour un professionnel, on va dire, de la santé non médecin. Il y a les mêmes problèmes juridiques que tu viens d'évoquer. Hein. ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que si on veut un bilan par exemple sanguin, urinaire de je ne sais quoi, c'est vrai qu'on peut toujours faire appel à un médecin, lui demander son avis, lui demander s'il peut prescrire les bilans. Ça peut être intéressant de voir une sorte de collaboration avec le monde médical, là pour ce qui est aussi beaucoup demandé par les thérapeutes euh, et qui malheureusement ne se fait pas toujours très bien Exactement. parce que les médecins déjà pour les médecins, on va dire vraiment classiques, n'y croient pas. En fait, ne se sont jamais intéressés, donc n'y croient pas, mais par principe. Parce que si ils s'y intéressaient, ils finiraient très vite par y croire. On peut voir des médecins qui sont, quand ils ne connaissent pas, bon, ils rejettent tout en bloc. Le jour où ils mettent le nez dedans, ça devient les plus gros défenseurs. Ils changent complètement de bord, on va dire. Hein. Donc, même presque à l'extrême opposé, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas plus de collaboration, mais en effet, il faut bien rappeler l'aspect juridique, comme tu le dis. Le diagnostic, c'est réservé uniquement aux médecins ou à d'autres Oui, spécialités médicales, hein, la c'est ça. radiologie, etc. Bon, peu importe. Voilà. Le diagnostic. C'est vrai qu'en naturo, je sais que vous utilisez le mot soin pour dire ce que vous faites, pour pouvoir un mot à poser sur ce que vous faites. Donc, du côté nutrition, en tout cas pour un diète, on peut dire diagnostic nutritionnel quand c'est purement, ou diététique quand c'est purement une analyse de l'alimentation, sur le plan macro, micronutriments, etc. Voilà, c'est pas un diagnostic médical non plus, hein, Oui, c'est tout interdit à fait. également. Hein. Voilà. Non, Mais tout à fait. chacun peut jouer son rôle. C'est ça. Voilà. Puisque en fait, nous, on s'intéresse quand même plus à ces aspects-là. Les médecins sont totalement occupés par leur pratique, qui vont rester focus sur ce qu'ils font. Bah, Mais tu as bien, par contre, il y en a qui, tu- c'est vrai, qui s'intéressent quand même, ça c'est vrai. c'est ça. Et puis tu as bien parlé du terrain. Tu as parlé, voilà, le symptôme, voilà, c'est une chose, mais nous, on s'occupe vraiment du terrain. Et ça parle vraiment, voilà, c'est le métier propre au suivi naturaux, Exactement. d'aller s'occuper du terrain. Exactement. Et d'ailleurs, les grands de l'endométriose, les chirurgiens, les gynéco-chirurgiens, les radiologues qui spécialisent dans l'endométriose, parlent beaucoup de ce terrain parce ils ont vu
Ça, j'ai pu le voir par exemple, au congrès que j'ai fait à Nice très récemment sur l'endométriose, où j'ai fait des conférences. C'est ce qu'ils préconisent. Hein. Ils disent voilà, je vous opère, ok, on va retirer l'endo, mais attention, travaillez le terrain parce que ça peut revenir. Voilà, ça peut, c'est pas, c'est pas magique, on va dire. Et vraiment les grands spécialistes en ont conscience de ce terrain. Peut-être que les gynécos plus les classiques de ville, qui sont pas d'ailleurs forcément bien au fait de tout ce qui est fait dans le domaine de l'endométriose, eux vont pas avoir cette notion de terrain. Par contre, c'est vrai que les grands spécialistes, comme les chirurgiens, etc., ou ceux qui font de l'imagerie pour l'endo, les IRM, les échos et compagnie, ont conscience de terrain et en parlent justement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Super. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Alors un mot, si je pouvais, peut-être que cette vidéo sera vue par les thérapeutes au départ et comme tu l'avais dit, peut-être par le grand public par la suite. Donc pour les thérapeutes, je dirais, ça c'est le rôle de travailler le terrain et ils le savent, et d'expliquer. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé au début des enjeux, d'expliquer les enjeux de l'alimentation, la nutrition, la micronutrition pour l'endométriose. C'est pas juste des symptômes qu'on va masquer, on va travailler le terrain. Donc, dans le domaine médical, on parle d'éducation thérapeutique. Je sais pas si le terme est utilisable pour les naturaux, mais en tout cas, éduquer, peut-être le terme paraît être péjoratif, mais c'est un terme qui est utilisé dans le domaine médical, éducation thérapeutique du patient. Là, en l'occurrence, expliquer que le thérapeute explique à la patiente. En gros, l'enjeu, c'est de stopper l'avancée de la maladie, peut-être de la réduire. Ça, on peut pas s'avancer pour le dire. Dans la pratique, moi, je l'ai vu, mais je peux pas vous le prouver, quoi. Donc voilà. Mais les thérapeutes peuvent dire, attention, l'alimentation, c'est pas juste par ma main le ventre. Ça va également agir sur les mécanismes de développement de la maladie. Ça peut les arrêter, peut-être réduire la maladie. Et chez certaines, j'ai pu voir la maladie entièrement endormie. Elle est silencieuse, il n'y a plus de symptômes. Chez certaines. Et pour les patientes, directement, de ne pas avoir recours à l'alimentation, la micronutrition en dernier recours. Parce que malheureusement, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est y avoir recours en tout premier, et surtout pas à la fin. Parce que ça, par expérience, j'ai pu voir des femmes qui ont tout fait avant d'avoir recours à l'alimentation, à la micronutrition, et ça marche pas aussi bien que si c'est fait au début. Une femme alors malheureusement, elles ont souvent un diagnostic très retardé, qui a mis 7, 8, 10 ans avant d'avoir le diagnostic. Donc elles ont bouffé des tonnes d'anti-inflammatoires, de pilules, etc. avant. Bon, reste quand même les traitements aussi de base pour l'endométriose, il faut le rappeler. Mais qui ont eu un truc qui a traîné. Sans compter que comme leur terrain n'était pas traité, elles finissaient par avoir des problèmes d'infertilité ou d'hypofertilité tout au moins. Donc, il y en a qui ont recours à la PMA avec X fois des stimulations. Alors, théoriquement, les études montrent que ça n'empire pas l'endométriose, mais dans la pratique, on voit des femmes qui ont une augmentation de leurs symptômes quand même avec les stimulations. Donc bon, ça, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais on peut se poser la question. Donc, prendre des pilules progestatives continues qui les fait grossir, qui les met en dysbiose au niveau de l'intestin, qui crée un terrain de nouveau propice à l'inflammation, manger plein d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça fait quoi? Ça rend l'intestin poreux. L'intestin poreux, ça favorise l'inflammation systémique. Voilà. Donc, elles vont être dans ce domaine-là, dans cette action passive. Alors, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas du tout un jugement, mais si on reste passif face à sa santé, qu'on se laisse porter dans le système médical, on perd quelque chose. Voilà. Donc, il vaut mieux être proactif et tout de suite réagir. Si on se dit, je vais d'abord m'avaler des anti-inflammatoires pendant 10 ans avec des pilules diverses et variées, des pilules progestatives continues, si ça va pas, une pilule ostroprogestative, si ça va pas, un stérilet, si ça va pas, on met ci, on met ça. Je vais me bouffer du tramadol, de l'acupan, de la morphine. Voilà, c'est infernal, quoi.
et on verra. Et après, j'ai pas d'enfant, donc je fais de la PMA. C'est pas du tout un jugement, hein, c'est plutôt un Oui, constat. oui. Et ça, à la fin, elles vont se dire, bah voilà, j'ai la nutrition, je sais que c'est restrictif, donc j'ai pas bien envie de le faire tout de suite, je verrai ça après. Et ça, c'est l'erreur. Donc les patientes, je peux vous conseiller de travailler tout de suite sur l'alimentation. Si elle n'est pas parfaite, s'il n'y a pas tout qui est mis en place, c'est pas grave, faites à votre rythme, peu importe. Si vous faites tout bien dès le départ, bah, tant mieux, mais faites-le. Ça me paraît important. Et n'attendez pas, ne le faites pas en dernier recours. Donc les thérapeutes communiquer sur les enjeux de toutes ces interventions nutritionnelles et les patientes considérer ça comme la première intervention à mettre en place et non pas la dernière, puisque ça n'aura quand même pas le même impact. Voilà. Ça, c'est les deux messages que je pourrais dire pour le mot de la fin. Et ben en plus, tu as complètement raison, parce qu'il y a aussi bien des praticiens qui vont plus sur regarder, praticiens, thérapeutes, voilà, tout confondu. Alors nous, voilà, on dit pas patient ou patiente, on dit consultant ou consultante. Voilà, tout Ou à fait. client, voilà. Mais c'était juste pour, voilà, pour, comme ça au moins, je fais mon, vu que je suis dans la veille juridique, Vous comme faites ça au au moins mieux. c'est fait, on me Ça dira, marche. c'est bien Fred, tu as sorti Ça les roule. mots, donc voilà, c'était juste pour ça. Donc en effet, c'est ça, et le message est clair, et au moins les gens, c'est ça, d'aller voir les praticiens, d'aller voir, et pas attendre le dernier moment, quand on n'a plus d'espoir, quand, c'est clair. Exactement. Exactement. Tout à Et fait. bah super, bah merci Fabien. Je te Et remercie puis, pour cette invitation. bah merci à toi. Et puis j'espère que tu réinterviendras sur d'autres thématiques et d'autres, parce que je pense que tu as plein de choses à raconter. Et du coup, ce sera avec plaisir. Avec plaisir pour moi Il a aussi. plaisir partagé. Je te remercie. À À bientôt. bientôt. Ouais. Salut. Salut.